Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Techno et Péda produit par la Haute École Léonard de Vinci. Je suis Ludovic du Centre de développement technopédagogique Vinci et j'ai le plaisir de m'inviter dans vos oreilles pour ce temps que vous prenez pour vous. En tant qu'établissement d'enseignement supérieur qui forme les professionnels de demain, la Haute École Léonard de Vinci s'engage à informer, sensibiliser et outiller ses étudiants et membres du personnel pour qu'ils puissent comprendre et prendre une part active dans leur formation. Depuis nos studios, je vous accompagne dans ce podcast qui explore le concept, parfois incompris, d'alignement pédagogique et son lien avec l'approche programme. Installez-vous confortablement et plongez-vous dans le monde passionnant de la pédagogie. Aujourd'hui, nous échangeons avec le professeur Marc Romainville, professeur émérite en sciences de l'éducation et auteur de l'article « L'alignement pédagogique, un arbre qui cache la forêt » et Émilie Wilmet, chercheuse en sciences de l'éducation et conseillère pédagogique. Bonjour Monsieur Romainville, bonjour Madame Wilmet. Bonjour. Bonjour. Pourriez-vous vous présenter en quelques mots ? Alors effectivement, donc j'étais enseignant à l'université de Namur et je me suis toujours intéressé, notamment dans le cadre de mes recherches, aux pratiques d'apprentissage du côté des étudiants, ainsi qu'aux pratiques d'enseignement du côté des enseignants de l'enseignement supérieur. Et moi, je suis donc chercheuse en sciences d'éducation à l'UC Louvain et conseillère pédagogique au Centre de développement technopédagogique de la Haute École Léonard de Vinci. Dans ce podcast, nous allons prendre quelques minutes pour discuter alignement pédagogique, conception des apprentissages et également approche programme dans une discussion entre Émilie Wilmet et Marc Romainville. Marc, est-ce que vous pourriez nous expliquer en quelques mots ce qu'est l'alignement pédagogique et pourquoi ce concept est devenu si populaire dans l'enseignement supérieur ? Je pense qu'en fait, c'est parce qu'il a mis en avant une forme d'exigence pédagogique qui est assez fondamentale quand même, à savoir, moi j'appellerais ça une exigence de cohérence entre trois éléments de tout dispositif pédagogique qui se respectent. D'une part, ce que je cherche à faire, on pourrait appeler ça les objectifs de l'enseignement, du cours, de la formation. D'autre part, comment je compte y arriver, c'est-à-dire les méthodes de formation que je vais employer pour faire atteindre ces objectifs par mes étudiants. Et troisième pilier de la cohérence pédagogique, les façons avec lesquelles je vais évaluer que mes étudiants ont effectivement acquis ce qu'ils étaient censés acquérir. Et dans la lignée un petit peu des 30-40 dernières années, qui a mis l'emphase sur une prise en compte vraiment des objectifs d'enseignement rédigés en termes de comportement d'étudiants, on a considéré de plus en plus qu'il y avait une espèce de devoir de cohérence entre ces trois éléments d'un dispositif pédagogique. Autrement dit, il faudrait, dans l'idéal, que la façon dont j'enseigne, méthode, soit cohérente, congruente par rapport à ce que je cherche à faire installer. Par exemple, si je veux installer des compétences, il faudra quand même que les étudiants soient minimalement actifs. Et le jour de l'évaluation venue, il faudra que je les mette dans des situations qui sont relativement proches de celles qui ont été les situations de la formation. Et finalement, cette cohérence, ce concept d'alignement pédagogique, il a évolué depuis sa création, mais comment a-t-il évolué depuis sa création par John Biggs ? Alors effectivement, là, il y a eu un petit glissement conceptuel, comme ça arrive souvent dans les concepts en sciences d'éducation et même en sciences humaines de manière plus générale. Au départ, John Biggs, en 1996, propose dans un article, qui est un article quand même un peu prescriptif aussi, une sorte d'alignement pédagogique qu'il va appeler d'ailleurs alignement constructiviste. Et en réalité, c'est une étape importante, on est quand même autour des années 2000 et on se rend compte que l'enseignement supérieur a de plus en plus d'ambition de développer des compétences chez les étudiants. Et donc, son idée à lui, c'est de dire, mais alors, dans la notion de cohérence, si vraiment on cherche à installer des compétences, il faudrait qu'on développe en corollaire des méthodes d'enseignement beaucoup plus innovantes, beaucoup plus actives, qui permettent effectivement de développer des compétences plutôt que simplement transmettre des connaissances. Et il faudrait aussi qu'on soit attentif à ce que l'évaluation se réalise aussi via des outils comme le portfolio ou les situations cliniques qui soient cohérentes par rapport à nos objectifs. Et donc, il a une prescription, disons, qu'on pourrait un peu appeler un alignement vers le haut, c'est-à-dire vers les situations pédagogiques d'intégration, etc., etc. Et puis, petit à petit, le concept d'alignement pédagogique, d'alignement constructiviste, va un peu perdre son côté constructiviste, va basculer vers l'alignement pédagogique et on ne va plus retenir en quelque sorte que l'exigence de cohérence, point à la ligne.
ce qui est déjà en soi très, très intéressant, mais qui peut-être est un peu limité par rapport à la proposition originale de Bix. Alors, vous avez parlé de mettre en place des méthodes actives et d'être actif dans les apprentissages. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est vraiment actif, puisqu'on a souvent des mécompréhensions et on pense souvent que c'est se mettre en mouvement ou de mettre l'étudiant physiquement à la tâche? Oui, alors c'est sûr que dans la tradition des méthodes actives, qui sont d'ailleurs très anciennes, hein, puisque c'est quand même essentiellement autour de l'éducation nouvelle, hein, dans les années 1920 que va se développer ce mouvement, on n'a jamais prétendu évidemment qu'un élève est nécessairement passif quand il écoute. On peut être très actif intellectuellement, cognitivement par exemple, hein, se poser des questions, essayer de faire le lien avec ce qu'on connaît déjà, etc. Mais les éducateurs de l'époque vont un peu plus loin et disent que pour tout ce qui concerne le développement de compétences d'un peu plus haut niveau, comme par exemple simplement écrire, penser par soi-même, faire preuve d'esprit critique, il est quand même peu probable qu'on développe ces compétences de haut niveau uniquement en disant aux élèves ou aux personnes comment ils doivent le faire. Il faudra un jour ou l'autre les mettre en situation où ils vont devoir écrire, où ils vont devoir faire preuve d'esprit critique. Et c'est ça l'idée, c'est simplement qui construisent leurs apprentissages à partir d'un certain nombre de situations dans lesquelles ils doivent s'investir, notamment pour résoudre des problèmes. Ça va faire l'objet de plusieurs types de pédagogie. Donc, on est plutôt dans la construction personnelle de la réalité par l'action. Oui, en tout cas, la construction personnelle de ses propres connaissances. Ce mouvement-là aussi va recevoir la caution scientifique, si je puis dire, du constructivisme de Piaget, qui montre que chez les jeunes enfants, en tout cas, les structures intellectuelles n'apparaissent pas par maturation spontanée, mais simplement parce que l'enfant interagit avec son milieu, il pose une action, il voit les conséquences, il construit un concept, et puis il avance comme ça petit à petit. Et donc, cette théorie du constructivisme de Piaget va évidemment servir de booster, si je puis dire, pour les méthodes actives à l'époque. Avez-vous un exemple concret où cette cohérence pédagogique aurait pu être mal appliquée? Je ne suis pas sûr qu'il ait été mal appliqué, c'est-à-dire qu'on a un peu perdu le côté véritablement innovant ou un peu disruptif de la proposition de Bix. Si vous en restez à une simple exigence de cohérence, vous pouvez quand même avoir des cohérences observées qui sont, du point de vue de la cohérence, relativement inattaquables, mais qui ne font quand même pas avancer beaucoup la pédagogie. Si je prends un exemple un peu caricatural, hein, si je peux me le permettre, vous pourriez imaginer un enseignant qui se dit: moi, dans la situation qui est la mienne, je vais viser des objectifs de niveau taxonomique très 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 bas, et par exemple de connaissances, voire de restitution. Pour ce faire, il me suffirait de faire des cours magistraux et puis de demander aux étudiants, le jour de l'évaluation venue, de répondre à un QCM. Du seul point de vue de la cohérence, on pourrait dire de l'extérieur, voilà, après tout, il est cohérent. On n'est quand même pas sûr que ce soit d'une ambition pédagogique folle. C'est ça la limite d'avoir trop restreint le concept d'alignement pédagogique à la seule cohérence interne, c'est qu'il évite de se poser des questions, ou qu'il permet peut-être à certains d'ailleurs de ne pas se poser des questions sur la qualité même de la formation et surtout sur l'adéquation de leur formation à ce qui est attendu, par exemple à ce que les étudiants doivent développer pour exercer au mieux leur futur métier. On a pas mal d'enseignants qui utilisent le concept de cohérence ou d'alignement pédagogique au sein de leur dispositif d'enseignement, donc de façon vraiment limitée à des unités d'enseignement ou même des activités d'apprentissage. Mais cette cohérence, elle ne se limite évidemment pas à ce niveau-là. C'est finalement que cette cohérence, elle est à différents niveaux. Tout à fait. Et donc, au niveau de la formation, est-ce que vous pourriez nous expliciter ce qu'est l'approche programme et quelles sont ses particularités par rapport à l'approche cours anciennement utilisée? Alors ça, c'est évidemment une autre évolution assez fondamentale, c'est que longtemps, dans l'enseignement supérieur, et encore plus, si je puis dire, dans l'enseignement universitaire, une formation, c'était une espèce d'addition de cours séparés, assurés par des spécialistes autour de spécificités disciplinaires assez pointues. On avait anatomie, histologie, etc., etc. Petit à petit, et je pense que c'est quand même en corollaire avec le développement de l'approche par compétence. Une compétence est par essence intégrative, donc elle va intégrer une série de savoir-faire venant de disciplines différentes. On s'est dit, mais on doit un peu dépasser cette approche trop séparée et trop individualiste et concevoir plutôt la formation comme un objet à atteindre collectivement par une équipe d'enseignants. Et on a commencé alors à définir ce qu'on appelait des profils de sortie en termes de savoir-faire, compétences. Par exemple, qu'est-ce que c'est qu'un enseignant? Qu'est-ce que c'est qu'un enseignant du primaire? Qu'est-ce que c'est qu'un historien? Qu'est-ce que c'est qu'un médecin? Etc. Et ce profil de sortie général, c'est un peu la cible au fond. Et c'est une cible commune autour de laquelle les différents enseignements vont commencer à devoir s'articuler.
en se demandant, tiens, mais au fond, moi, je donne cours de psychologie, c'est très bien, à des futurs enseignants, mais pourquoi? Quel sens ça a par rapport au savoir-faire qu'ils doivent accumuler pour exercer au mieux leur métier? Et ça a quand même un peu révolutionné l'approche de ce que c'est une formation finalement. Ce n'est plus une addition de cours séparés, mais vraiment une œuvre collective autour d'une cible partagée, commune, ce qui a permis d'ailleurs, moi je me souviens, c'était une époque quand même intéressante, de discuter avec des collègues. Hein. Que fais-tu? Pourquoi le fais-tu? Tiens, au fond, on fait peut-être un peu la même chose. Et peut-être qu'on fait beaucoup de la même chose et qu'il y a des véritables trous dans notre formation, etc. Donc, c'est d'avoir une approche beaucoup plus collective. Merci beaucoup. Par rapport à cette approche collective et la cohérence qui est au cœur de l'approche programme, comment est-ce qu'on va pouvoir expliquer cette cohérence sur le programme lui-même? Alors, c'est là qu'à mon avis, on doit dépasser la cohérence interne dont je parlais tout à l'heure. Donc, on va plus simplement regarder, en quelque sorte, si on est cohérent avec nous-mêmes, si vous voulez. Ce qui est bien, hein, moi je trouve qu'il faut d'abord être cohérent avec soi-même, ça ce n'est pas un problème. Mais il faut être aussi cohérent par rapport au monde, par rapport aux exigences. Et donc, par exemple, si je reprends l'exemple de la formation au métier d'enseignement, c'est très bien d'être assez logique et d'être assez congruent sur vos objectifs, comment vous enseignez, comment vous évaluez, mais il faut quand même se poser d'autres questions. Par exemple, est-ce que notre formation dans son ensemble correspond aux évolutions du métier? On parle par exemple de la notion d'autorité qui n'est plus automatique, qui n'est plus naturelle et qui se construit plutôt que simplement de se reconnaître. Qu'est-ce qu'on fait, nous, dans notre formation pour outiller des étudiants, futurs enseignants, à faire valoir leur autorité par leurs actes, par leur présence et pas seulement parce qu'ils sont enseignants. Donc ça, c'est une cohérence externe, quelque part. On se dit, tiens, est-ce que ce que l'on fait est congruent, cohérent par rapport à l'évolution du métier? On peut aussi se poser la question, par exemple, de la cohérence externe par rapport aux données de la recherche. Si tant est que l'enseignement explicite soit quand même devenu maintenant une des voies d'enseigner quand même relativement efficace, hein, d'après un certain nombre d'études, est-ce qu'on est sûr que notre programme de formation dans son ensemble aborde la formation à l'enseignement explicite, dans les termes qui sont les plus actuels au niveau de la recherche. Donc vous voyez que là, ce n'est plus de la cohérence interne, soit individu par individu, soit même à la limite interne au programme, mais c'est par rapport à ce qui existe à l'extérieur. C'est pour ça que moi je parle de cohérence externe. Et donc, on est sur des alignements à toutes les échelles, au niveau de mon activité d'apprentissage, au niveau de mon unité d'enseignement, au niveau des unités d'enseignement entre elles, au niveau des années entre elles, et finalement, même par rapport à la formation continue, aux compétences métiers, puisqu'on le sait, hein, quand on arrive diplômé en haute école, ou même à l'université, on est formé avec un niveau de compétences novice qui nous permet d'entrer dans le métier. Donc ça veut dire en fait qu'on doit vraiment être multi-échelle et penser vraiment contexte global, au-delà même des institutions de formation, si je vous entends. On pourrait même dire qu'on doit être multi-aligné, si on voulait. Dans une certaine mesure, l'exemple que vous donnez ici est intéressant aussi, c'est qu'une des dimensions de la formation initiale maintenant est de donner les clés, les outils pour poursuivre cette formation par la formation continue. Capacité, par exemple, à prendre connaissance des recherches, à décoder les conclusions d'une recherche, et peut-être aussi d'ailleurs ce serait intéressant de minimalement en tout cas développer un esprit critique par rapport à cette recherche. Si vous dites, moi mon objectif c'est pas seulement qu'ils apprennent des choses, mais qu'ils soient aussi capables d'en apprendre d'autres, de nouvelles en formation continue, voilà un bel objectif, mais qui est externe véritablement à votre propre programme. Donc je crois qu'effectivement on pourrait, c'est une belle formule d'ailleurs, dire qu'on doit être aligné à tous les niveaux si je puis dire et de manière extrêmement variée. Merci beaucoup. Quels sont les conseils que vous pourriez donner aux enseignants qui aujourd'hui se posent la question de la cohérence du programme dans lequel ils viennent proposer une activité d'apprentissage bien spécifique, peut-être d'ailleurs à petite échelle? Moi, la première chose qui m'avait frappé à l'époque de l'arrivée de l'approche programme, c'était à quel point on considérait, et je pense que c'est encore vrai actuellement, que l'enseignement relevait du domaine privé de chaque enseignant. Et je me suis aperçu au fond que même si j'enseignais déjà depuis 15 à 20 ans dans certains programmes, je connaissais tout simplement assez mal les enseignements de mes collègues. Et donc, la première chose que je conseillerais, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe à côté de mon cours. Et savoir, c'est pas seulement savoir qu'il y a un autre cours, parce que ça, tout le monde le sait, c'est au programme, mais qu'est-ce qu'on y voit effectivement, qu'est-ce qu'on y travaille, combien de temps. Et ça, je pense que c'est quand même assez fondamental. Hein. Et en réalité, ça se faisait pas beaucoup, parfois par pudeur, parfois aussi parce qu'on considérait, c'est une longue tradition scolaire, hein, que ce qui est dans la classe reste dans la classe, moi à la ligne. Je crois qu'on doit dépasser ça. Et la première étape pour moi, c'est tout simplement de savoir, de connaître tous les cours du programme,
quels sont leurs objectifs, quelles sont leurs méthodes, quelles sont les modalités d'évaluation. Et peut-être la deuxième étape, ce serait alors d'en discuter calmement, sereinement, avec respect, sans vouloir nécessairement changer le point de vue de ses collègues. Moi, je crois vraiment à la diversité pédagogique. Je pense qu'il faut tirer le meilleur parti de chacun et souvent, chaque enseignant excelle à certains types de méthodes et pas dans d'autres. Donc, je ne suis pas pour les changer. Mais pas grand-chose ne justifie, par contre, de ne pas savoir ce qui se passe et à quoi les étudiants sont confrontés dans les autres cours du programme. Donc l'idée, c'est vraiment de prendre une réelle place au sein du programme dans lequel on enseigne. C'est ça, et de concevoir son enseignement particulier, auquel on est très attaché, comme je pense beaucoup d'enseignants de supérieurs sont très très attachés à leur spécificité disciplinaire, et c'est très bien, mais ils doivent quand même concevoir cet enseignement de spécificité disciplinaire dans un objectif qui est beaucoup plus large, qui est souvent de participer au développement professionnel. Et donc là, c'est une question essentielle, importante, c'est dans le fatras de mes, de mes connaissances, savoir-faire, compétences disciplinaires, quelles sont celles qui vont être les plus utiles, plus abouties du métier en question. Et deuxième question, comment est-ce que je peux développer ce bagage-là au bénéfice de mes étudiants? Merci beaucoup Marc. Pour conclure, est-ce qu'il y a un message clé que vous souhaiteriez transmettre aux auditeurs de notre podcast sur l'importance de repenser cet alignement pédagogique? Alors, le message clé pour moi, ce serait de sortir d'une espèce d'alignement pédagogique très focalisé sur mon seul et unique cours, donc qui ne soit plus interne mais qui soit externe. Et le deuxième message que je ferais, c'est aussi de ne pas transformer l'alignement pédagogique en dogme absolu, parce que parfois ça a quand même été un peu le cas. On vérifiait parfois un peu formellement aussi s'il y avait vraiment une cohérence. C'est une visée. À certains moments, dans certaines circonstances, il est tout à fait possible qu'il y ait un petit aménagement raisonnable, pour prendre cette expression-là, à une cohérence stricte. Je vais prendre un exemple que je prends souvent, mais qui est assez éclairant. Des exigences de cohérence interne poussées jusqu'au bout, si vous voulez, voudraient que tout ce qu'on fait à l'évaluation ait déjà été fait pendant la formation. On peut imaginer que, alors, par exemple, on s'interdirait véritablement de mesurer la capacité des étudiants de transférer ce qu'ils ont appris à des situations radicalement nouvelles. Donc, là, je me dis parfois, il faut faire preuve d'un peu de souplesse et de se dire, alors ça ne doit pas compter comme condition de réussite essentielle, ça ce serait embêtant, mais comme supplément d'âme à l'évaluation, on peut très bien, à un moment donné, proposer aux étudiants des situations qu'ils n'ont jamais rencontrées, ce qui nous permettrait de voir s'ils sont capables effectivement de ce transfert qui est quand même un peu à la base de notre objectif. Donc il faudrait essayer de ne pas être aussi dogmatique que ce qu'on l'a été parfois et se dire qu'à certains moments, on n'est pas obligé nécessairement d'arriver à un 100% de cohérence formelle. On a pas mal parlé d'alignement pédagogique, de John Biggs, de l'approche programme, en fait de toute une série de concepts pédagogiques. Mais ces concepts pédagogiques finalement, est-ce que ce sont des objectifs en soi, des balises dont il faut absolument tenir compte, ou plutôt des guides, des conseils? Quelle est un peu votre position par rapport à cette approche qui peut parfois être dogmatique de certains concepts ou de certaines notions que vous avez développées aujourd'hui? Effectivement, on est en sciences humaines, donc un concept, c'est un construit, comme on disait à l'époque, en psychologie et dans les sciences humaines de manière générale. Ça veut dire qu'à un moment donné, quelqu'un ou un groupe de personnes a considéré qu'il serait pertinent de rassembler un certain nombre d'observations sous une étiquette particulière et de créer un concept. Si je prends l'exemple de la métacognition, mais c'est la même chose pour l'alignement constructiviste, on se dit, tiens, mais au fond, j'observe une petite dizaine, 20, 30, 100 situations qui me font dire qu'il y a une question à se poser sur le monde de la formation qui est celle de la cohérence et je vais baptiser cette affaire-là alignement constructiviste dans le cadre de Big. Ça veut dire qu'il est appelé à évoluer. On peut estimer quelques années après peut-être que il n'est peut-être pas si pertinent que ça, ou bien il y en a un qui est plus fin. Par exemple, la métacognition, pour le moment, elle a plutôt tendance quand même à être remplacée par la question de l'apprentissage autorégulé. C'est pas tout à fait la même chose, mais enfin voilà, c'est un autre angle d'approche. Donc moi j'aime bien dire en général qu'un concept en sciences humaines, c'est à la limite des lunettes. C'est une grille de lecture du réel, ça nous permet de le voir sous un angle un peu nouveau, un peu original, mais évidemment, ça ne dit pas encore de manière stricte comment je dois me comporter moi par rapport à ça. C'est pour ça que c'est pas un dogme, c'est quelque chose qui permet de mieux comprendre, en l'occurrence par exemple, si on revient à l'alignement pédagogique, de mieux comprendre le fonctionnement de ma formation, en interne, comme je l'ai expliqué, ou en externe. Merci beaucoup. On est donc bien d'accord qu'enseigner ne se fait pas d'une seule façon. Je pense que c'est très important et je pense d'ailleurs que l'efficacité le voudrait.
Moi, j'ai été frappé pendant toute ma carrière de voir que chaque enseignant, pratiquement, a quand même des forces particulières. Il n'est pas bon dans toutes les méthodes possibles et imaginables. Il a des spécificités. Il utilise ou il n'utilise pas l'humour, par exemple. Chose qui m'a toujours marqué, c'est que certains utilisent l'humour et ça marche, et d'autres ne l'utilisent pas pour une raison qu'on comprend facilement, c'est que ça ne marcherait pas et qu'ils ne sont tout simplement pas drôles. Ce n'est pas grave. Ils ont d'autres forces, d'autres atouts à faire valoir. Et donc, dans le cadre de l'approche programme, ce qui est important, c'est de faire un bon casting. C'est-à-dire de se dire, tiens, au fond, il y a quand même encore quelques heures de cours magistraux, par exemple, de synthèse, on va les confier à des personnes qui aiment ça et qui savent faire ça. Et puis, il y en a d'autres, par exemple, qui sont excellents, au contraire, pour faire parler l'étudiant, pour essayer de comprendre sa logique interne. Il va s'occuper des étudiants dans le cadre, par exemple, d'accompagnement plus personnalisé. Donc, je crois qu'au contraire, il n'y a pas une manière d'enseigner, il y en a 36 000, et il faut voir là où chacun se sent le plus à l'aise. Bon, les inciter aussi un peu quand même à sortir de leur zone de confort. Mais enfin, là où ils se sentent le plus à l'aise, là où ils pourraient aller sans trop de difficultés. Et puis une fois qu'on a ça, dans une approche programme, on fait un casting de rêve pour une formation de qualité. Et donc, si je vous suis, l'approche programme, finalement, on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est un collectif. Et ça veut donc dire qu'en fait, il y a une variété ou une importance à accorder au pluralisme des membres du personnel, des enseignants qui se trouvent au sein d'une formation, pour pouvoir aborder plusieurs types, plusieurs formes. Finalement, est-ce que l'approche programme, c'est pas aussi être capable de composer une palette pédagogique assez large? Assez, je pense, d'autant que quand on aura fait le profil de sortie qui est un peu à la base de l'approche programme, on va s'apercevoir qu'elle est composée d'éléments multiples, des savoirs, sans doute beaucoup dans l'enseignement supérieur, des savoir-faire, des compétences, des attitudes, et que de toute manière, par rapport à tous ces éléments constitutifs de la cible, on ne peut pas imaginer qu'une seule et même méthode parvienne à les développer tous, c'est impossible. Donc ça veut dire que par rapport à la diversité et à la variété de ces éléments constitutifs de la cible ou du profil de sortie, on va mettre en avant tel ou tel type de méthode, par exemple la simulation pour les attitudes, l'approche par problème pour le développement de compétences d'analyse, etc., etc. Et puis, on devrait faire ça dans cet ordre-là d'ailleurs. Je reviens alors à l'idée du casting, qui parmi l'équipe d'enseignants est le mieux à même de mettre en place tel et tel type de méthode pour arriver à tel ou tel type d'objectif. Merci beaucoup. Merci Monsieur Romainville et Madame Wilmet d'avoir participé à ce podcast consacré à l'exploration de concepts pédagogiques ou technopédagogiques. Ce podcast est proposé par le Centre de développement technopédagogique de la Haute École Léonard de Vinci. Merci à vous d'avoir exploré avec nous ces enjeux pédagogiques du XXIe siècle. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le liker, le partager et le diffuser autour de vous.